Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette deuxième partie Adèle Gastel, notre grand reporter à France 24. Bonjour Adèle. Bonjour. Et pareillement Julie Dungeloff, qui est aussi grand reporter à France 24. Bonjour Julie. Bonjour. Merci donc d'être avec nous. À partir de lundi, comme je le disais en titre, se tiendra donc le procès des complices du terroriste toulousain Mohamed Merah devant la cour d'assises spéciale de Paris. Parmi les accusés, on retrouve Abdelkader Merah, le frère du terroriste toulousain qui a tué 7 personnes en mars 2012. Adèle, je commence avec vous. Donc, là, nous avons Abdelkader Merah, donc, le frère de Mohamed Merah, et qui est soupçonné d'avoir été associé à des actes préparatoires ou tueries. Quelles sont les charges retenues contre les personnes qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés et quelles sont-elles? Alors, principalement complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et aussi participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Je regarde ma feuille, je lis l'intitulé de l'accusation exact parce que c'est important. Chaque mot a son importance dans cette affaire. Ces deux-là, conjugués, conduisent à une réclusion criminelle théoriquement à perpétuité. C'est ce qui pourrait être donc demandé par la suite. Alors, je parlais d'Abdelkader Merah, il y a aussi Feta Malki, hein, Julie. En fait, tout l'enjeu de ce procès, ça va être de savoir s'il y a complicité ou pas complicité. En droit français, s'il y a complicité, eh bien, la personne écope de la même peine que s'il était l'auteur principal de cet acte. Donc, c'est ça qui est très important dans ce procès. Il y a deux types de complicité. Il y a la complicité active. Est-ce que cet homme a été le donneur d'ordre de Mohamed Merah? Est-ce qu'il a été celui qui l'a incité à commettre ces actes? Et dans ce cas-là, eh bien, il pourrait écoper de la peine maximale, celle dont il aurait écopé s'il avait été l'auteur actif des faits. Et puis, il y a l'autre type de complicité qui est par aide et assistance. Et donc, l'autre présumé complice pourrait lui écoper d'une peine un peu moins lourde parce qu'il a fourni une arme et un gilet pare-balles et il n'aurait pas incité Mohamed Merah à faciliter la tâche. Et donc ça, c'est très important. C'est sur cette complicité que va se jouer tout le procès Merah. Alors justement, cette complicité, on peut dire qu'elle ne commence pas avec ces tueries-là, puisqu'on a appris il y a quelque temps qu'en fait, Abdelkader Merah lui-même était connu des services de police, qu'il était même suivi et que c'est même comme ça que les policiers avaient fait la connaissance de Mohamed Merah, qui était un petit malfrat à l'époque. Aujourd'hui, pourtant, eh bien, nous avons le grand avocat, Maître Dupond-Moretti, qui soutient qu'il n'est pourtant pas le complice des crimes de son frère. En fait, c'est ce que je vous dis, l'enjeu de ce procès, ça va être pour Dupond-Moretti de prouver qu'il n'y a pas de complicité, au sens où, eh bien, il va dire qu'Abdelkader Merah n'a pas poussé son frère à agir. Il va dire que ce n'est pas parce qu'il lui a montré des vidéos de propagande ou incité à la haine que c'est pour autant lui qui l'a poussé à passer à l'acte. Et donc, Dupond-Moretti va jouer tout son acte de défense là-dessus. Les parties civiles, elles, au contraire, vont montrer eh bien, qu'il y avait des coups de fil entre les deux frères, qu'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, qu'il a aidé à l'achat du scooter. Donc Mohamed Merah, on l'a appelé le tueur au scooter parce qu'il a agi avec ce scooter, qu'il lui a acheté le blouson qu'il a porté pendant tous ces crimes et qu'il a peut-être, et c'est ça les juges vont devoir déterminer, donné rendez-vous à ce soldat, le premier qui a été tué par Mohamed Merah. Il avait prétexté de vouloir lui acheter sa moto sur le Bon Coin. Et si eh bien, c'est Abdelkader Merah qui a donné rendez-vous à ce soldat, là, la complicité active pourrait être prouvée à ce moment-là. Peut-être un mot juste sur le procès de manière générale, avant de rentrer dans les détails, Adèle. C'est un procès qui est très attendu par l'opinion publique, bien évidemment par les familles des victimes, mais aussi par l'opinion publique. Il est en quelque sorte un peu historique, ce procès? Bien sûr, Lisa, regardons l'action de cette dame, Latifa Ibn Ziaten, par exemple, oui, qui est tout simplement la mère de Imad Ibn Ziaten, la première victime de Mohamed Merah, le soldat français. Quand on voit l'ampleur de ce mouvement, le mouvement de l'association Imad, dans les établissements scolaires, dans les milieux, dans les établissements pénitentiaires en France, on peut, à partir de ce mouvement-là, on peut effectivement juger de l'importance de cette attente. Il y a un grand absent, il a été abattu, oui, c'est Mohamed Merah, ce qui complique une éventuelle confrontation avec Abdelkader. Il n'est plus là pour
donner le chance, si je puis dire. On ne peut pas les isoler comme on fait dans les enquêtes, dans les interrogatoires, où on entend celui-ci et celui-là, et on essaie de jouer sur les contradictions. Il n'est pas là. Donc, après la défense d'Abdelkader Merah, elle dira tout simplement, et alors il a rencontré ou il a eu des contacts avec Mohamed 5 fois entre le 11 et le 18 mars. C'est son frère. En soi, c'est difficile de prouver qu'il a été le commanditaire et que c'est lui qui est un peu l'idéologue. La complicité active dont parle Julie, quoi. Voilà, l'idéologue de la fratrie, sachant que cette famille Merah en elle-même mériterait toute une enquête. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que l'affaire Merah, c'est la première grosse affaire de terrorisme. C'est le premier terroriste français qui agit sur le sol français. Et à l'époque, les gens étaient complètement sidérés. On n'en a pas autant parlé de cette affaire Merah, on n'a pas autant parlé de ces enfants juifs abattus devant cette école qu'on a parlé ensuite de Charlie Hebdo, qu'on a parlé ensuite des attentats du 13 novembre. Donc ça va permettre aussi à la société civile de se remettre en question sur cette affaire Merah qui a eu bien sûr une grande résonance, mais qui a été beaucoup moins impactante sur la société civile que d'autres affaires qui ont suivi après. Là, on est devenu presque habitué à ces attaques terroristes. Mohamed Merah a été le premier à agir de la sorte. Alors, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait d'une cour d'assises professionnelle. De quoi s'agit-il? C'est quoi la différence? En fait, en matière de terrorisme et de lutte contre la drogue, c'est l'ancienne cour de sûreté de la République en fait a été remplacée par cette cour spéciale. La différence, c'est qu'il n'y a pas de jury, il n'y a pas de juré. Il n'y a pas de jury populaire. Ce ne sont pas des personnes qui sont... D'habitude, ce sont des personnes tirées au sort qu'on appelle le jury populaire. Or là, c'est des magistrats? C'est des magistrats professionnels. Pourquoi? Eh bien, quand ça a été créé, cette cour en 1982, et pour des actes de terrorisme en 86, eh bien, on traitait d'une affaire terroriste qui était jugée par une juridiction de droit commun, donc avec un jury populaire. Et bien, les accusés ont menacé les jurés. Et donc, les jurés ont refusé de se rendre le lendemain au tribunal car ils se sentaient menacés. Et à partir de ce moment-là, on a décidé que pour les attaques, les jugements en terrorisme, eh bien, il y aurait une cour d'assises spéciale qui serait mise en place. Et c'est pour ça, aujourd'hui... Avec des magistrats professionnels, absolument. Alors, on l'a un peu dit il y a quelques minutes, Adèle, mais les attentats de Toulouse et de Montauban, effectivement, avaient marqué une nouvelle vague de terrorisme en France. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce procès qui se tient là, c'est aussi le procès de ce fameux grand absent dont vous venez de parler, Mohamed Merah? Par ricochet. Par ricochet. Nous sommes dans un état de droit, il faut le rappeler. Très officiellement, ce n'est pas le procès de Mohamed Merah, c'est le procès de Abdelkader Merah et de Feta Malki. Bien évidemment qu'à partir de là, ceux qui s'intéressent en particulier à Mohamed Merah pourront en tirer les conclusions qu'ils veulent. Politiquement, oui, on peut considérer que c'est aussi quelque part le procès de Mohamed Merah. Et par rapport à l'opinion publique aussi, je pense. Probablement, on va reparler de cette affaire Merah, et il ne faut pas oublier l'importance du travail de la justice pour les victimes et pour les familles. Le fait que le frère Merah soit jugé, qu'on reparle de cet acte et que ce jugement soit rendu, va servir de travail réparatoire pour les familles. La justice a aussi ce rôle-là. Oui. Alors, justement, par rapport aux demandes des familles des victimes et l'opinion publique, d'ailleurs, par la suite, c'est que nous avons appris que ce procès ne sera pas filmé. Pourtant, il y en a eu des procès historiques qui ont été filmés, si ce n'est que, comme le demandait la famille, ils disaient que pour eux, c'est un procès historique qui doit être filmé, qui doit être archivé, etc. Et pourtant, la Cour d'assises a décidé de ne pas autoriser le fait de filmer. Pourquoi? Parce que le droit, normalement, c'est possible dans le droit. C'est tout à fait possible dans le droit depuis la loi Badinter. Cependant, la première présidente de la Cour d'appel a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un procès historique. Les avocats des familles ont rétorqué que ce n'était pas au juge de se transformer en historien et de considérer si le procès était ou non historique. Ce qu'on peut penser, c'est qu'ils ne veulent pas de glorification de ce genre d'individus et que par conséquent, ils ont décidé que ce procès ne serait pas filmé. Après, pour revenir sur les procès qui ont été filmés, dans l'histoire, il y en a très peu en réalité. Il y a celui de Klaus Barbie, de génocidaires rwandais, et il y avait un certain recul historique sur les faits, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du procès Merah. C'est trop proche, vous voulez dire? C'est probablement trop proche dans l'histoire, et puis il y a une volonté probablement politique de ne pas glorifier ce type d'individu. On le voit dans la politique française actuelle. C'est un peu dans le même esprit où on avait décidé à un moment donné dans les médias de ne jamais donner les noms des terroristes. Alors après, ça dépend des médias, mais de flouter un maximum. C'est un enjeu important de ne pas
faire justement de ces gens-là des héros, comme ne pas faire de ceux qui sont morts des martyrs. Dans la profession, en tout cas, Julie, nous avons ce débat-là entre nous. Oui, absolument. Mais à chaque fois, d'ailleurs, et à chaque attentat, la question se pose. Attention à ne pas se transformer en vecteur de propagande des terroristes et du terrorisme. En tout cas, les journalistes français ont acquis la conviction qu'il est hors de question de jouer le jeu. Et on est conscient de ça. Je citerai même l'exemple allemand où, très discrètement, les Allemands, les autorités allemandes, à travers les réseaux sociaux, il y a eu des événements à caractère terroriste en Allemagne. Les autorités allemandes utilisent les réseaux sociaux pour dire aux gens, n'en parlez pas, n'en faites pas écho, et banalisez. Et c'est vrai que ne pas donner ce caractère historique au procès, à ce procès-là, c'est une manière de le banaliser. Alors, le procès commence lundi, mais il dure quelques semaines, il me semble. Un mois. Et il dure un mois. Un mois, le 3 novembre, le jugement sera rendu et puis il y aura possibilité, bien sûr, de faire appel à ce moment-là. D'accord, parce que même à la cour d'assises, on peut encore faire appel. Sinon, il y a les dessinateurs qui font des croquis. Oui, par rapport au procès, vous voulez dire. C'est bien, venant d'un dessinateur, on comprend que vous puissiez... Non, mais effectivement, les caricatures, entre autres, dans les procès où ce n'est pas filmé, c'est une manière d'avoir au moins un retour sur comment ça se passe. Il faut rappeler aux téléspectateurs que la plupart des procès ne sont pas filmés. Merci beaucoup, Julie, pour ces explications. Merci, Adèle, d'avoir été aussi avec nous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très, très bon week-end à tous. À l'affiche, présenté par Vincent Roux. Les guérillas, les cartels de la drogue, les attentats, les enlèvements, c'est encore bien souvent l'image que l'on a de la Colombie. Pourtant ici, les choses ont bien changé. De Bogota à Medellín, nous découvrirons ensemble comment les artistes colombiens s'engagent pour un futur pacifique de leur pays. À l'affiche, à voir sur France 24 et France24.com.